très simplement, une dissonance cognitive, c'est un déséquilibre dans ce que je comprends ou je ne comprends pas de ce qui se passe ou qui devrait se passer normalement. Lorsque je prends mon téléphone et que j'écarte mes doigts, je sais qu'il va tomber et qu'il va se casser. Si je prenais ce téléphone et qu'en écartant mes doigts, le téléphone montait au plafond, je serais en dissonance cognitive. Ça n'a pas de sens. C'est pas du tout ce que j'avais prévu. C'est ça une dissonance cognitive. Autrement dit, c'est compte tenu d'un acte prévu et d'une conséquence prévue, la conséquence n'est pas du tout au rendez-vous. Donc dissonance cognitive. Et quand on provoque une dissonance cognitive chez quelqu'un, ou quand quelqu'un nous met dans une dissonance cognitive, ou quand on se met tout seul dans une dissonance cognitive, il y a un mécanisme qui se met en place qui fait qu'on est obligé d'en sortir. On ne peut pas rester dans une dissonance cognitive, c'est impossible, on est obligé d'en sortir. Et on va en sortir coûte que coûte, par tous les moyens. Non seulement on va être obligé de réfléchir à notre état, mais on va être obligé de développer des stratégies pour sortir de cet état et le résorber. Donc lorsqu'on veut apprendre quelque chose à quelqu'un, on a la méthode forte, où on va asséner l'apprentissage et où on va ancrer à coups de marteau cet apprentissage, en espérant que ça tienne. C'est rarement le cas. Dès qu'on arrête les coups de marteau, l'apprentissage disparaît. Le pouvoir crée des illusions d'apprentissage qui ne durent jamais. Lorsque c'est la personne qui décide d'apprendre, généralement ça marche. Mais lorsque je veux apprendre quelque chose à quelqu'un, je provoque une dissonance préalable. Pourquoi? Parce que derrière une dissonance, il y a toujours un apprentissage. Donc, il serait intéressant de réfléchir à l'idée qui consisterait que éduquer ne serait plus provoquer du comportement, produire du comportement, mais éduquer serait produire une dissonance qui va, elle, déboucher sur un apprentissage. Si possible, celui que j'aimerais qu'il fasse. C'est de la pédagogie, c'est ce que font les enseignants tous les jours. On propose une situation problème à des enfants qui provoque le questionnement et qu'ils vont devoir résoudre, et en le résolvant, procède à un apprentissage. On ne fait pas apprendre à quelque chose en ligne directe, quelque chose qui va tenir, ça tient jamais. Si vous apprenez quelque chose de force à quelqu'un, ça tiendra jamais. Le jour où la puissance qu'est la vôtre disparaît, l'apprentissage s'efface. C'est l'exemple d'une maman ou un papa, qui s'occupe des devoirs du soir et qui est horripilé par le fait, au bout d'une heure et demie, horripilé par le fait que son enfant ne comprend pas un truc évident, va s'énerver, ça va être un conflit incroyable. Ça va monter tellement qu'à un moment donné, il va faire juste. Et là, le parent se dit, ouf, ça y est, il a compris. Le lendemain, le même exercice à l'école est faux. Ça veut dire que la puissance parentale a produit un effet qui ne va pas durer, qui va s'effacer dès le lendemain. La puissance, le pouvoir, produit des illusions d'apprentissage, qui s'effacent aussitôt que cette puissance disparaît. Ça, c'est pas de l'éducation, ça, c'est pas de l'enseignement. C'est pas de l'apprentissage. C'est une forme de dressage qui en plus ne dure pas dans le temps. Et qui n'épanouit certainement pas l'enfant. Pas plus qu'il n'épanouit le parent.